Nous vous rappelons que cette séance est enregistrée, ce qui nous permet après de faire le montage et mettre la vidéo à la disposition des apprenants. Question de revoir certains points et surtout s'exercer. Et aussi, pour ceux qui travaillent déjà avec nous pour certaines des formations, savent que nous avons un focus beaucoup plus pratique afin de permettre à tout et chacun de sortir de ces programmes avec les compétences nécessaires ou la maîtrise nécessaire sur ce que nous allons apprendre. Donc, nous expliquons et après avoir expliqué, nous accordons un temps pour les questions-réponses. Mais toutefois, lors de l'explication, s'il y a une question urgente, vous pouvez quand même, à partir de votre interface des MS Teams, vous avez des icônes. Vous avez l'icône conversation où vous pouvez laisser un message. Vous avez l'icône lever la main où vous pouvez cliquer pour lever la main afin qu'on vous accorde la parole. Vous avez l'icône réagir où vous avez des émoticônes que vous pouvez utiliser pour faire un signe si ça va, si vous l'applaudir ou autre. Donc, et on maintient nos micros en mute le temps que le formateur est en train d'expliquer ou démontrer. Voilà un peu comment ça se passe. Nous vous invitons à se rendre sur la plateforme EGD Academia pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Une fois vous êtes sur la plateforme EGD Academia, vous créez votre compte si vous n'avez pas encore de compte. Ensuite, vous allez sur nos cours et là, vous allez sur ces programmes, la formation qui nous concerne, qui est là. Même pour ceux qui ont payé via d'autres moyens, ça peut être agence de transfert, ça peut être mobile man direct. Nous vous invitons d'aller sur la plateforme et s'inscrire à cette formation. Donc, vous allez juste vous inscrire sans toutefois payer pour la deuxième fois. Dès que vous allez cliquer sur s'inscrire, ça vous demandera de vous connecter si ce n'est pas encore fait. Ou encore, vous pouvez créer gratuitement votre compte si vous n'en avez pas. Et une fois que vous êtes connecté, vous n'avez plus besoin de cliquer sur acheter le cours parce que vous avez déjà payé pour le cours et l'administrateur vous accordera accès. L'importance est que vous aurez ici tout ce qui est programme, mais aussi vous aurez un bouton ressources où vous retrouverez les ressources nécessaires pour s'exercer. Mais toutefois, on pourra aussi vous le partager via le mail pour s'exercer en même temps de tout ce que nous allons faire. Voilà, et nous allons débuter. Bienvenue dans ce programme que je peux même appeler parcours, qui englobe beaucoup de notions, de la conception et gestion de bases de données spatiales avec PostgreSQL, PostGIS, QGIS. Donc, nous allons, durant ce temps, parcourir toutes ces notions. Et pour un petit rappel, EGD Academia est la plateforme ou encore l'infrastructure qui essaie de relier les connaissances que les gens ont, que ce soit du parcours académique ou autre, avec les compétences techniques, ça veut dire tout ce qui est technologie ou outils, tirer des réalités de terrain, ça veut dire tirer des projets concrets qui prennent en compte les contextes tant africains que d'autres. Donc, c'est ça qui vraiment le point poursuivi par l'infrastructure qui est EGD Academia, qui est une plateforme hybride qui dispose de formations en ligne et en présentiel et aussi en séance live telle que c'est que nous faisons. Et cette plateforme est initiée et gérée par le cabinet EcoGeodat. Donc, en quelques mots, voilà de quoi il s'agit. Pour ce programme de formation, là, nous avons agenda. Vous allez voir que sur la plateforme, nous avions parlé du niveau, mais ici, nous avons réparti tous ces niveaux-là, les 3 niveaux, pour le représenter en termes de chapitres, ce qui nous permettra bien suivre. Et durant tous ces parcours, nous avons pris les cas proposés, qui est la base des données spatiales pour un projet de suivi des infrastructures communautaires. Nous vous présenterons le type de données à utiliser, la structure de ces données-là, pour vous laisser voir si vous aimeriez utiliser ces données d'exercice ou encore prendre d'autres données, mais faire en sorte que ça soit structuré de la même façon pour appliquer facilement tout ce que nous allons voir. Et afin de respecter aussi cette idéologie où nous mettons plus de privilèges à tout ce qui est pratique, nous aurons des TP au niveau de chaque chapitre et vous aurez des travaux à faire et à défendre ou à présenter. Au niveau du chapitre 1, qui aborde l'introduction aux bases des données spatiales, nous allons comprendre c'est quoi ou pourquoi PostGIS, comprendre la différence entre PostgreSQL et les fichiers SIG, par exemple de shapefile, des GeoPackage, et voir certains cas d'usage réel, par exemple avec des ONG, organisations non gouvernementales,
dans les domaines de l'urbanisme, environnement, aménagement du territoire, marketing ou autres. Au niveau du chapitre D, nous parlerons de l'installation et configuration de PostGIS. Nous allons voir comment télécharger PGAdmin pour PostgreSQL, comment ajouter l'extension PostGIS, qui est une extension qui permet de prendre ou bien supporter les informations spatiales, et aussi comment créer des bases de données spatiales, comment les lier avec QGIS, comment utiliser des requêtes SQL pour interroger cette base de données et autres. Au niveau de chapitre 3, ce chapitre se basera sur le SQL de base pour le SIG. Parce que ce que vous devez savoir, tout ce que nous apprendrons ici, nous ferons allusion au système d'information géographique, à la géomatique. Nous découvrirons certains termes tels que select, where, order by, la notion de jointure, les fonctions avec SQL essentielles, et nous verrons certaines requêtes simples sur le données SIG. Parfois, vous faites déjà certaines requêtes, mais ici, nous allons aussi le voir, parce que des fois, il y a des actions qu'on pose avec des logiciels bureaux tels que QGIS et autres, sans se rendre compte que là, on a pu utiliser du SQL, Python et autres. Au niveau du chapitre 4, nous consacrerons ce chapitre-là sur des données spatiales dans PostGIS. Nous découvrirons le type géométrique, le système de coordonnées ou encore de projection. Nous verrons comment importer des données à partir de QGIS en utilisant certains plugins, l'export des données, pourquoi pas via des requêtes, ainsi de suite. Au niveau du chapitre 5, nous verrons du SQL spatial en utilisant principalement PostGIS, par exemple st-intercept, str-winding, str-buffer. Donc, nous verrons tous ces genres de requêtes-là, comment faire des calculs de distance et de surface, des agrégations spatiales, et avec un travail pratique sur les analyses spatiales en SQL. Le chapitre 6 se consacrera sur l'index spatial, sur les index spatiaux, allais-je dire, et performance. Parce que, par exemple, l'index GIS, l'optimisation des requêtes, la bonne pratique ou les bonnes pratiques, car c'est vraiment très important. Il y aura un travail où on découvrira comment améliorer la performance d'une base de données. Et le chapitre 7 sur la connexion QGIS-PostGIS, nous verrons une connexion sécurisée, comment ça se passe, comment éditer directement depuis QGIS, comment configurer les multi-utilisateurs, par exemple, le workflow QGIS plus PostGIS comme travail pratique. Le chapitre 8 sera PostGIS pour le site web. Et là, ça sera une introduction afin de nous préparer pour aussi un autre module à venir pour ceux qui seront intéressés, qui se basera sur le serveur pour tout ce qui est projet géospatial ou encore site. Par exemple, comprendre comment utiliser GeoServer, comment utiliser QGIS Server. Ce sont des formations à venir et aussi le web mapping. Comme ça permettra à ceux qui veulent aller loin d'avoir de parcours et de profils complets de sites bureaux jusqu'au site web aussi ou de plateformes interactives. Au niveau du module 8, nous verrons l'introduction des géoserveurs, par exemple PostGIS et géoserveurs, des services en ligne, par exemple les WMS, WFS, par exemple par rapport aux données vectorielles et raster et des matrices. Nous aborderons aussi PostGIS avec certains API, par exemple Fast API, le rôle de PostGIS dans le web mapping et un petit exercice sur la publication d'une couche PostGIS via GeoServer. Il y aura un projet final qui permettra l'obtention du certificat professionnel. Ça veut dire, on va prendre en compte un cas proposé, mais toutefois, vous pouvez prendre un autre cas. Il sera juste question de mettre en application tout ce que nous allons découvrir dans ces différents chapitres. Et les livrables seront une base de données PostGIS structurée, des scripts SQL commentés et une documentation technique. Moi, je suis Christian Mouyaya, je suis ingénieur en environnement et assainissement, détenteur des certificats professionnels et une grande expérience en analyse des données SIG et data science, spécialiste en suivi, évaluation et apprentissage avec pas mal de projets où je puis accompagner des organisations internationales. J'ai plus de 8 ans dans l'utilisation des outils géospatiaux, donc SIG, télédétection et autres, ainsi que dans l'accompagnement des organisations nationales et internationales dans la mise en œuvre de projets de développement durable. Je suis le CEO
fondateur de CoGeoData et fondateur de EGD Academia, qui est la plateforme dédiée à la formation. Concernant l'objectif global de la formation PostgreSQL et PostGIS pour le site vise, comme vous pouvez le lire, à doter les apprenants de compétences essentielles pour stocker, gérer, analyser et servir de données géospatiales à l'aide d'une base de données spatiales robuste et performante. À l'issue de cette formation, vous serez capable de comprendre l'architecture PostgreSQL, PostGIS, installer et configurer PostGIS, créer et gérer des bases de données spatiales, importer et structurer des données SIG, écrire des requêtes spatiales, donc des requêtes SQL, connecter QGIS à PostGIS, allais-je dire, préparer une base PostGIS pour les sites web et les API, et surtout optimiser le performance en abordant la notion d'index spatiaux. Comme prérequis, c'est juste des connaissances de base en SIG, ça peut être avec QGIS ou ArcGIS, compréhension des données vectorielles, le point, le ligne, le polygone, ce qui est souhaité mais qui n'est pas obligatoire. Ça veut dire, pour cette partie-là, vous pouvez en avoir ou non. Par exemple, les notions de base à SQL, si vous en avez, tant mieux. Mais sinon, ce n'est pas un problème parce qu'on fera quelques récaps sur le base ou bien les notions de base de SQL afin de vous mettre tout ça au même niveau. Les notions de base en base de données, ça aussi, c'est pas obligatoire. Si vous en avez, c'est une bonne chose. Comme public cible, en fait, cette formation s'adresse aux techniciens SIG, cartographes, si vous êtes déjà dans du domaine, les analystes SIG, des spécialistes télédétection, des développeurs SIG web, web mapping, des chargés de suivi et évaluation, des consultants SIG, des étudiants avancés en SIG, géomatique, ou toute personne souhaitant passer de son domaine vers des domaines géospatiaux. Vous aurez besoin d'un ordinateur portable avec connexion Internet, le logiciel QGIS 3 Plus, ça veut dire la version 3, PGAdmin, qu'on va télécharger et installer, PostGIS également. Nous utiliserons certaines données pour les exercices. Nous allons fournir juste quelques données, titres d'échantillon, avec la structure de ces données-là. Et maintenant, ça sera à vous de voir si vous voulez utiliser d'autres données. Nous allons voir aussi comment télécharger certaines données pour s'exercer avec. Et vous pouvez faire en sorte que ces données soient travaillées avec la même structure afin de vous faciliter d'appliquer directement tout ce que nous allons voir. Et parmi les données à utiliser par rapport au cas d'étude que nous allons prendre, ça veut dire le suivi des infrastructures communautaires. Ici, on a pris le cas de la RDC, mais vous pouvez utiliser une autre région ou un autre pays. Et parmi ces données, nous avons le village, le centre de santé et le point d'eau. Les jets des données sont fournis en CSV pour les terrains et à GeoDizon pour le site web afin de couvrir les scénarios pédagogiques que nous découvrirons. Quand vous verrez FOSSA, ça veut dire formation sanitaire. En ce qui concerne l'usage pédagogique, ça permettra de faire du calcul des distances ménage et point d'eau, les agrégations spatiales, les indicateurs de eau, hygiène et assainissement, et aussi des exports en format GeoDizon pour le web mapping. Et comme d'habitude, si chacun ou l'un ou l'une des participants travaille sur un domaine et qu'il y a un cas présenté à discuter, comme nous l'avons toujours fait, donc n'hésitez pas à aborder et des réflexions seront menées avec les autres et ça nous permettra d'être aussi sur du concret. Bienvenue dans ce premier chapitre de notre formation qui se base sur l'introduction aux bases des données spatiales. J'aimerais ne pas être trop dans la littérature, mais utiliser une approche qui nous permet à vite comprendre et à passer à l'action, en fait. Parce que beaucoup parmi nous travaillent déjà sur des logiciels bureaux, qu'elles soient QGIS ou ArcGIS. Nous, on fera un effort de revenir sur certaines répétitions ou rappels, mais l'idéal serait d'aller vers l'essentiel. Avant de parler de PostgreSQL ou PostGIS, parlons de votre réalité quotidienne. Donc, imaginez un projet où plusieurs équipes collectent des données de terrain. Par exemple, le village, le point d'eau, le centre de santé, des routes d'accès. Dans cette situation, au début, tout semble simple. On arrive, on collecte, voilà. Les données arrivent souvent sous forme Excel, donc des fichiers Excel, sous forme CSV, sous forme Shapefile ou GeoPackage. Par exemple, si je viens au niveau de QGIS, j'espère chacun de nous a ces logiciels, et que j'essaye
d'importer des données dans ces sens. Donc, à partir de marque-page, je vais faire clic droit, ajouter un répertoire et lier cela à notre dossier contenant notre programme de formation, ce qui nous permettra de ne pas faire chaque fois des va-et-vient pour retrouver ce que nous avons besoin. Donc, c'est aussi des astuces et je vous rappelle que dans notre stratégie de formation, de temps en temps, nous partageons des astuces aussi pour permettre aux apprenants de se perfectionner sur ce qu'ils utilisent déjà. Donc, le marque-page dans QGIS vous permet d'ajouter un répertoire ici et puis vous faciliter l'accès direct. Au niveau des datasets, vous voyez, à partir d'ici, je peux faire juste cliquer-glisser. Et là, je vais utiliser des données sous format GeoDizon. Donc ici, par exemple, j'ai les FOSSA, formation sanitaire, j'ai le point d'eau et j'ai les villages. Ça veut dire les données arrivent sous forme. Ça peut être fichier Excel, comme vous pouvez voir là. Ça peut être des shapefile. Ça peut être aussi des geopackages. Par exemple, ici, je peux rechercher des données shapefile. Je peux ajouter un autre répertoire. Vecteur. Maintenant, par exemple, ici, nous avons le type shapefile. Donc, c'est la carte de la RDC. Donc là, nous avons le type shapefile, mais nous pouvons aussi avoir le type geopackage. Ça aussi, c'est possible. Donc, j'espère que vous le connaissez. Donc, pour les geopackages, on peut directement créer ou encore lier, faire une connexion. Si on avait un fichier geopackage, je pense qu'ici, nous avons OSM, fichier geopackage ici. Là, nous avons des zones de santé que nous pouvons utiliser. Et voilà, nous avons créé cette liaison GeoPackage que nous pouvons aussi charger dans notre projet. Les zones de santé en RDC. Ça veut dire là, tout fonctionne, comme vous pouvez le constater. Ce n'est qu'au moment où ce projet va grandir, où on a beaucoup d'informations, c'est à ce moment-là que nous commencerons à voir plusieurs versions des fichiers. Par exemple, ici, au lieu d'avoir que FOSSA, nous aurons par exemple FOSSA version 1, FOSSA version 1 finale, FOSSA version 1 finale. OK? Donc, j'espère que vous vous souvenez comment nous faisons pour nommer. Du coup, si nous avons plusieurs versions, par exemple là, nous aurons cette même couche. Si j'ai une autre version, je vais copier, coller. Et souvent, qu'est-ce que nous faisons? Vous allez voir que, par exemple, nous faisons comme ça et puis on écrit V1. Et après, nous avons encore une autre version où on va faire comme ça pour écrire V1, par exemple, final, pour dire que c'est la version finale. Et après, on aura encore version finale OK. Et on remarque aussi, parmi les choses, ce qui se passe, ou les problèmes qui apparaissent, de conflits entre utilisateurs. Nous avons des données dupliquées, nous avons des analyses lentes et des erreurs difficiles à tracer. Dans de pareils cas, en fait, ce n'est pas un problème de SIG en vrai, c'est un problème d'architecture des données. Et si je peux poser une question, est-ce que vous utilisez encore des shapefile comme base principale? À cette question, je suis sûr que la majorité de nos réponses sera oui. Or, ce que nous devons savoir est que, si nous pouvons revenir sur QGIS, le shapefile, c'est un format, mais PostgreSQL, c'est un système. Donc, on peut facilement voir la différence entre le format, un format, ça veut dire le shapefile ou autre, et un système. Et nous pouvons revenir sur la présentation. Quand on parle maintenant de ces systèmes-là, et c'est là où on aborde la notion de base de données spatiales. Et c'est quoi une base de données spatiale?
dans des termes faciles, c'est une base capable de stocker des géométries, indexer spatialement, analyser spatialement, gérer plusieurs utilisateurs. Donc, la base doit permettre à faire ou à poser ces actions-là. Et ici, nous avons un tableau qui fait, en fait, qui présente une différence entre PostgreSQL et le fichier SIG. Par exemple, ce que nous venons de charger dans notre projet. Du côté fichier SIG, ce qui est sûr, c'est mono-utilisateur. Ça veut dire, lorsque j'ai partagé mon écran du côté QGIS, ces couches-là sont dans mon ordi et c'est moi qui l'utilise. Maintenant, si je vous demande de charger ces mêmes couches, vous ne saurez pas. Parce que ça se trouve chez moi, ça veut dire que ce sont des fichiers et c'est mono-utilisateur. Il n'y a que moi comme utilisateur. Mais du côté base PostGIS, si on avait une base de données PostGIS en ligne dans le serveur et partagée avec chacun de nous, on allait tous avoir accès à ces mêmes données. C'est pourquoi, du côté base PostGIS, on dit que la base de données PostGIS est multi-utilisateur. Le fichier SIG présente des risques de duplication. La preuve avec ce que je venais de faire, FOSSA version 1, final OK, ainsi de suite. Mais du côté base des données PostGIS, nous avons une source unique. Ça veut dire, si quelqu'un modifie, on saura qui a modifié quoi, quand, avec possibilité de revenir sur une version avant. Le fichier SIG présente une performance limitée. Par contre, les bases de données PostGIS et ou sont optimisées. Il n'y a pas de versionnage réel avec le fichier SIG, sauf si vous écrivez, comme on s'est débrouillé souvent, version 1, version D, ou encore la date, ou encore écrire final, ajouter OK, ainsi de suite. Mais par contre, la base PostGIS présente une gestion stricte. Parmi les cas concrets, prenons le cas de l'Afrique, vous avez une ONG en RDC ou encore ailleurs. Cette ONG-là suit 1200.2. Avec des fichiers shapefile, ce qui est sûr, c'est impossible de savoir quelle version est la bonne. Mais avec PostGIS comme base de données, vous aurez une seule base. Ça veut dire tout ce qui est utilisateur travaille dessus, sur cette base-là, et on a des analyses instantanées. Donc, en fait, PostGIS permet d'interroger une carte avec du SQL dans des termes faciles. Et maintenant que vous comprenez pourquoi on utilise PostGIS, il sera idéal de procéder ou bien de voir comment fonctionne réellement PostgreSQL. Un autre cas concret, c'est ce que j'ai fait avec un projet de OpenStreetMap. Je vais l'extension Processing. Donc, Python qui peut faire un peu des caprices. Voilà, par exemple, là, avec cette extension de QuickOSM, ça veut dire que c'est une extension qui permet d'extraire les données à partir de la base de données OpenStreetMap. Et ça veut dire il y a aussi d'autres logiciels qu'on peut utiliser pour mettre à jour cette base de données. Ici, je peux extraire des données et utiliser dans QGIS, c'est qu'on a déjà fait avec pas mal de nos formations. Mais si je viens, par exemple, sur les navigateurs, je vais prendre le cas de là où je pourrais facilement me connecter. Si je viens sur le navigateur, j'ai fait la recherche de OSM, ça veut dire OpenStreetMap. Et pour votre information, OpenStreetMap, c'est le plus grand projet de la cartographie participative. L'idée derrière est que chacun de nous, là où se trouve, avec sa connaissance locale, puisse cartographier le monde. Donc, vous pouvez cartographier la zone où vous vous retrouvez parce que vous connaissez les noms de riz,
des points d'intérêt, ainsi de suite. Et c'est construit sur l'appui ou bien l'apport d'une communauté de cartographes dont j'en fais partie. J'ai fait certains projets parce qu'ils ont des représentations dans chaque pays, dans certains pays, allais-je dire, et j'ai travaillé sur beaucoup de projets avec OpenStreetMap RDC. Et ça veut dire que cette interface, vous pouvez vous connecter si vous disposez d'un compte. Donc, c'est juste pour faire allusion, lorsqu'on parle d'une base de données, je pense que j'ai toujours accès à mon compte. Voilà. Ça veut dire ici, vous avez la carte du monde. Ces données sont en ligne. Et j'ai travaillé sur un projet dans le domaine de la santé. Et c'est sur ça aussi que je suis inspiré des données qu'on va utiliser dans notre formation pour s'exercer. Si je viens par exemple vers la ville de Butembo, en République démocratique du Congo, ça veut dire je peux venir là au niveau sur modifier. Voilà. Ça veut dire j'ai cette annonce de bienvenue. Ça m'explique un peu tout ce qu'il y a, ainsi de suite. Ça veut dire les données sont en ligne. Je vais voir est-ce que je vais commencer avec les guides, est-ce que je vais modifier maintenant. Ça veut dire comme j'ai un compte et que je suis reconnu comme cartographe auprès de OpenStreetMap, je peux modifier les données. Qu'est-ce que je me rajouter? Par exemple, je me rends compte que non, dans ma zone, il y a un point d'intérêt qui s'est ajouté. Par exemple, ici, soit centre de santé, soit église, ainsi de suite. Par exemple, c'est le bâtiment qu'on a ici, une église. Ça veut dire que je peux ajouter un point. Et dès que je prends cet outil, je clique ici. Je vois que là, j'ai ajouté un point. Et dès que, si je renseigne les informations de ces points, par exemple, est-ce que c'est le parc? Est-ce que c'est le lieu de culte, comme je l'ai dit? Si c'est le lieu de culte, je vais cliquer là et je renseigne les informations. Comme les données sont dans la base, dans le serveur, les informations que je vais renseigner ici, ça veut dire l'administrateur sera notifié. Et toujours dans la même communauté de cartographes, il y a aussi une équipe de ceux qu'on appelle ceux qui valident. Donc, et c'est pour vérifier et valider. Et après avoir ajouté comme ça, je vais soumettre à la communauté. Et si plusieurs personnes valident, par exemple ceux qui sont dans cette zone valident que oui, réellement, il y a une église là-bas, ça veut dire que cette donnée sera ajoutée dans la base. Et lorsque je vais venir dans QGIS, accéder dans la base de données d'OpenStreetMap, je peux utiliser cette donnée. Mais si je me dis non, cette route ne s'appelle pas avenue euh, Taïchuika, comme on voit là-bas, dès que je clique là-bas sur la route, comme ça, je peux venir ici, je corrige les noms. Et comme c'est dans la base de données, ça veut dire toute personne, une fois ma correction est validée, toute personne qui utilise la base de données de OpenStreetMap utilisera cette information corrigée. Voilà l'avantage des données dans une base hébergée ou en ligne. Mais si j'avais cette couche dans mon ordinateur, même si j'apporte des modifications, les autres ne verront pas ces modifications-là. Soit si je dois les envoyer des fichiers, c'est là où je dois nommer des fichiers avec plusieurs versions. Donc voilà un peu le contexte entre des fichiers sites en local que vous disposez et des données dans une base, dans le serveur, où vous pouvez travailler en équipe. Donc je vais annuler tout ce qui a été fait et puis je vais quitter cette interface. C'est quoi SQL en fait? Structured Query Language. SQL permet de communiquer avec un système de gestion de base de données. Et quand on parle de système de gestion de base de données, qu'on appelle aussi SGBD, donc système de gestion de base de données, et il y en a plusieurs de SGBD. On commence par ce que nous allons plus parler aujourd'hui, PostgreSQL. Ça veut dire que ça répond déjà à une question qui pourra venir. PostgreSQL n'est rien d'autre qu'un système de gestion de base de données. Ça veut dire que c'est un système qui vous permet à gérer les bases de données. C'est dans PostgreSQL qu'on peut créer des bases de données. Et maintenant, ces bases de données peuvent être spatiales, tout comme ça peut être non spatiales. Parce qu'on a beaucoup de bases de données, les informaticiens savent déjà, ils utilisent pas mal de bases de données. Mais maintenant, comme nous, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la partie spatiale. C'est pourquoi sur PostgreSQL, on ajoute cette partie spatiale en utilisant PostGIS. Donc, c'est PostGIS qui est l'extension qui prend en compte la partie spatiale.
Et parmi toujours le système de SGBD, système de gestion de base de données, nous avons aussi MySQL, qui est un système de gestion de base de données. Nous avons aussi SQL Server et nous avons aussi Oracle. Et j'espère que vous avez déjà retrouvé ça dans QGIS, soit sans toutefois tirer l'attention. Si vous venez dans QGIS, dans le panneau explorateur, vous retrouverez ici ces systèmes de gestion de base de données. Vous avez GeoPacket qui est comme un conteneur qu'on considère aussi des fois comme base de données, mais c'est juste un conteneur qui peut avoir plusieurs fichiers. Vous avez par exemple Spatialite, vous avez PostgreSQL, vous avez ici SAP HANA, vous avez Stack, vous avez SQL Server, vous avez Oracle. Donc, ce sont des systèmes de gestion de base de données. Le principe fondamental des SQL, c'est de permettre de poser des questions aux données. Donc, lorsqu'on veut interroger des données, on fait appel à SQL. Et comme exemple, vous pouvez demander quels villages ont une population supérieure à 5000 habitants. Ça veut dire que vous avez une couche village, vous avez sur cette couche-là des données concernant la population. Si je viens par exemple sur notre projet QGIS et que je charge la couche village, je vais faire zoomer sur la couche. Si je viens sur ouvrir la table d'attributs, je vois que j'ai ici l'information population. Ça veut dire grâce au SQL, on peut interroger cette couche pour savoir les villages qui ont une population supérieure à 5000 habitants ou encore à 500 habitants. Et parmi les terminologies de SQL, donc terminologie, on peut prendre juste essentiel. Nous avons par exemple les bases de données, qu'on appelle aussi database. Ça veut dire cela n'est rien d'autre qu'un conteneur principal qui stocke des tables. Donc dans une base de données, on stocke des tables. Et on peut avoir comme exemple de base de données, nous avons projet eau potable. Donc ça peut être le titre de notre base de données. Et dans cette base de données projet eau potable, on peut maintenant avoir des tables. Première terminologie, on a parlé de base de données. Deuxième terminologie, table. Une table, c'est une structure qui contient des données organisées en ligne et en colonne. Ça veut dire, par exemple, si on prend le cas de notre base de données projet eau potable, on peut avoir comme table, je mets exemple, on peut avoir comme table village, on peut avoir comme table point d'eau et on peut avoir comme table route. Donc, ça veut dire que ce sont des tables dans notre base de données projet eau potable. Et à part cela, toujours concernant une base de SQL, nous avons aussi ce que nous appelons ligne, concernant les terminologies. Ligne ou encore record, en d'autres termes, gros. Ça veut dire c'est une observation ou encore un enregistrement. Et comme exemple, ça peut être un village spécifique. Dans la table, on peut avoir village spécifique, c'est cette ligne-là. Et du côté colonne, ça veut dire c'est un attribut décrivant un objet. Donc la ligne, ça peut être une observation ou un enregistrement. Et colonne, c'est un attribut décrivant un objet. Nous l'utilisons déjà dans nos projets QGIS. Dans une colonne, on peut avoir, exemple, name ou encore nom. Ça peut être population. Ça peut être latitude, longitude, ainsi de suite. Si je reviens sur le projet ici, dans QGIS, j'accède dans la couche, j'ouvre la table d'attributs de la couche village. Vous voyez que d'abord ici, nous avons une table. Et dans cette table, nous avons des lignes qu'on avait dit c'est une observation ou un enregistrement. Par exemple, ici, on avait enregistré premier village, village A. Et nous avons aussi des colonnes qui contiennent des attributs qui décrivent
l'objet. Par exemple, ici, nous avons name, population. On sait voir facilement que ça décrit le village A avec une population de 1200. La suite des termes, nous avons ce qu'on appelle clé primaire. Sur cet exemple, comme clé primaire, nous avons village ID. Ça veut dire une clé primaire, c'est un identifiant unique pour chaque ligne. Vous ne pouvez pas avoir sur cette colonne village ID, avoir des valeurs 1 comme ici. Ça doit être unique. Nous avons 1, 2, 3, ainsi de suite. Parce que ce sont des identifiants. Et nous avons aussi des commandes. Donc, si je reviens sur l'email key, parce que souvent, en termes de programmation autre, l'anglais prime, nous avons parlé d'identifiant unique pour chaque ligne. Nous avons aussi ce qu'on appelle commande SQL. Nous avons plusieurs commandes, mais les principales commandes, nous avons par exemple la commande select. De préférence, là, il dit soit en chiffres, mais ça peut aussi être l'ensemble des caractères. On peut avoir comme là, il dit par exemple A1, A2, A3, mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas avoir de valeurs, de doublons dans le champ ID. Mais on peut combiner des lettres et des chiffres ou d'autres caractères. Et parmi les commandes SQL, je disais, les principales commandes, nous avons par exemple les commandes select. Cette commande nous permet de lire les données. Comme exemple, vous pouvez écrire select name from. Et là, vous citez dans quelle table. Ça veut dire si je fais cette commande, ça nous permettra à lire les données. Nous avons d'autres commandes telles que where qui nous permet de filtrer. Nous avons par exemple commande insert qui nous permet d'ajouter des données. Comme exemple, on peut écrire insert into village, donc ça veut dire le nom de la table, et puis le nom de colonne, ensuite, qu'est-ce qu'on veut insérer là-bas? Ça veut dire peut-être le nom des villages ainsi que l'information sur la population. Value, donc les informations qu'on veut insérer. Et là, par exemple, on va ajouter le nom Kinkole, qui est une zone en RDC, principalement à Kinshasa, ainsi qu'on mentionne le nombre de populations. Ce sont à titre d'exemple. Et pour ces cas, comme Kinkole, c'est les textes, chaîne de caractères, ça doit être entre traits, comme ça. Et ça concerne juste le chaîne de caractères et non le valeur numérique. Donc ça, c'est un exemple comment on peut utiliser insert. Et il y a d'autres commandes, par exemple delete, qui permet de supprimer. Et on verra aussi sur le plan pratique comment l'utiliser. Ce sont des principales commandes SQL, mais il y en a plusieurs. Parlons du contexte, ça veut dire SQL dans le contexte géospatial. Dans le site moderne, SQL ne sert pas seulement à gérer des attributs. Aujourd'hui, ça permet d'interroger l'espace. Et là, nous avons des exemples spatiaux, par exemple, trouver le village proche d'un centre de santé. On peut utiliser des scripts SQL. Par exemple, on peut faire select. Vous voyez que là, on applique les différentes commandes qu'on a vu qu'on vient de voir, allais-je dire. Et avec des pareils scripts, donc from de quelle table s'agit-il? Et puis, on va utiliser aussi notre commande joindre la couche fossa sur donc d between, donc d with. Donc ça, c'est juste à titre d'exemple. Je pense qu'on verra tout ça sur le plan pratique, c'est que ça donne comme résultat, ainsi de suite. Donc voilà. Là, ici, on parle des exemples de SQL dans le contexte géospatial. Avec un site desktop, par exemple QGIS que j'ai lancé là, nous avons l'interface graphique, comme vous pouvez voir ici, la barre de menu, barre d'outils, la zone de localisation de la carte, le panneau couche, ainsi de suite. Les analyses se font manuelles. Par exemple, si j'aimerais sélectionner, par exemple, pour la couche village, je laisse comme ça. Je peux venir ici sur le plan manuel, je prends ces boutons, sélectionner les entités et je viens cliquer ici. Vous voyez, là, j'ai sélectionné. Mais avec SQL Spatial, ça vous permet d'automatiser
de reproduire et de performer. Donc, ce que je viens de faire là, si j'arrive ici, j'ouvre la table d'attributs, je vois que c'est village B 850 qui est sélectionné. Je peux faire aussi la même action, mais juste avec le script ou bien le code SQL. Pour ça, je vais venir sur village, je fais clic droit, ouvrir la table d'attributs. Et là, je viens ici, je prends l'outil expression. Donc, je vais sélectionner en utilisant une expression. Et cette expression, c'est du SQL. Qu'est-ce que je vais faire pour sélectionner village B? Ça veut dire, ici, je peux utiliser des interfaces qui est là. Par exemple, je viens ici en name, je vais écrire égal, tous unique, et je prends B. Normalement, ce qui est là, ici, le concepteur m'a facilité la tâche en me proposant des boutons. Mais en vrai, derrière, c'est le script SQL qui est utilisé. Parce que si je clique ici, vous allez voir que de l'autre côté, ça a sélectionné. Et je peux venir là, je peux exporter les expressions de l'utilisateur. Enregistrer l'expression qui est là. Je peux aussi les exporter en format soit GeoDizon, mais sinon derrière, c'est du SQL qui est utilisé. Donc, si je ne veux pas procéder comme ça, je peux utiliser, comme on avait dit, Select. Je vais d'abord désactiver ici. Donc, je peux écrire Select comme ça. Et tout ce qu'on a de l'autre côté, donc ça veut dire les expressions qu'on a utilisées ici, par exemple pour sélectionner, vous pouvez l'amener directement et les utiliser. Mais sur cette interface, il y a certaines choses dont vous devriez préciser. Je peux juste, par exemple, écrire name comme ça, parce que l'interface a été déjà préparée. Je mets in qui fait partie aussi du SQL. Entre parenthèses, je vais maintenant écrire les termes tels que ça se trouve là-bas. Je mets entre traits village, village A, virgule. Et là, je mets aussi village B et je ferme la parenthèse. Ça veut dire avec cette requête, ça va sélectionner village A et village B. J'ai juste demandé que partant du champ, bien de la colonne name, veuillez retrouver ce qui porte ces noms, village A et village B. Et là, si je viens ici, vous voyez, je peux cliquer sur sélectionner. Et dès que je clique là, si vous venez ici, vous voyez que les dés sont sélectionnés. Donc, voilà comment on peut utiliser du SQL pour interroger notre base de données ou bien une table. Parlant maintenant des types de requêtes, nous avons des requêtes attributaires, telles que ce que nous venons de faire là. Ça veut dire que nous avons interrogé la base en se basant sur des données attributaires dans la table d'attributs. Par exemple, population supérieure à 1000, ça peut être une requête. On aura des couches dont la population est supérieure à 1000. Nous avons des requêtes spatiales. Ça veut dire basées sur la position spatiale. Par exemple, l'intersection, distance, inclusion. Et ça, c'est lié à l'espace. Donc, si je viens sur QGIS, je ne sais pas s'il faut aussi démontrer cela. Je prends les cas ici de province de la RDC. Voilà, nous avons deux points. En ce qui concerne requête spatiale, ça veut dire, par exemple, l'intersection, je peux juste avoir la province qui intercède avec la couche village, qui est là. Donc, je peux venir sur province et je viens là, sélection par localisation, et je vais demander que j'aimerais sélectionner seulement la province qui intercède avec la couche village. Et dès que je vais cliquer sur exécuter, vous allez voir qu'ici, c'est seulement cette province-là qui est sélectionnée. Ça veut dire que là, j'ai utilisé une requête spatiale. Je ne me suis pas basé sur la donnée attributaire, mais plutôt sur la position géographique. Nous avons aussi le SQL comme moteur du SIG moderne. Donc, avec le SIG moderne, aujourd'hui, le SQL est utilisé pour automatiser les analyses, produire des indicateurs, alimenter des dashboards, donc des tableaux de bord, et gérer
des sites web, donc ça veut dire des cartes interactives. Pourquoi il est appréciable ou bien intéressant d'apprendre SQL pour les sites? D'abord parce que le projet devient volumineux, les données doivent être centralisées, les analyses doivent être rapides. Voilà pourquoi SQL est important pour vous. SQL est le langage qui permet de transformer une base de données en moteur d'analyse géospatiale. J'espère qu'avec de petites démonstrations, vous avez vu au moins de quoi il s'agit. Et toutefois, en parcourant l'ensemble de notre formation, les différents chapitres présentés, nous allons en fait pratiquer cela pour un peu mieux appréhender. Donc, ce sont tous ces chapitres que nous allons parcourir ainsi que le projet pratique durant nos sessions programmées. Le chapitre D parle de l'installation et architecture PostgreSQL et PostGIS. J'espère que j'ai déjà fait le rappel. PostgreSQL, si je peux le dire en une seule phrase, c'est simplement un serveur qui stocke vos données. On peut comparer PostgreSQL à un immeuble. Ça veut dire le serveur, c'est l'immeuble, la base de données, c'est l'étage, le schéma, c'est le bureau, les tablets, ce sont des classeurs. Ça veut dire dans cet immeuble-là, vous ne pouvez avoir qu'un seul immeuble qui est le serveur, mais dans cet immeuble-là, vous pouvez avoir plusieurs étages. Ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs bases de données. Et dans différents étages, vous pouvez avoir plusieurs bureaux. Ce qui, dans la base de données, vous pouvez avoir plusieurs schémas. Et dans le bureau, vous pouvez avoir plusieurs classeurs également. Vous pouvez avoir aussi plusieurs tables dans votre base de données ou schéma. L'architecture, avec une explication simple, ça veut dire que vous avez le serveur PostgreSQL, vous avez le moteur principal, donc ça veut dire que ce serveur, c'est le moteur principal, et ça vous permet de gérer toutes les bases. Vous avez maintenant des bases de données, ce sont des espaces dédiés à un projet, par exemple base de données des infrastructures, base de données des entités, ainsi de suite. Vous avez le schéma qui vous permet à organiser logiquement, donc ça veut dire une organisation logique, et puis vous avez table qui vous permet de stocker des données de façon réelle, ça veut dire le stockage réel des données. Au niveau de pratique, ça veut dire ce qui constitue déjà le TP. Nous allons procéder à l'installation, d'abord au téléchargement de PostgreSQL, à son installation, et nous allons aussi ouvrir pour voir le serveur, base de données si nous pouvons le créer, table. Et pourrons aussi voir comment activer PostGIS. Je vais passer du côté navigateur. Pour la première fois, vous allez dans le navigateur. Et ce que nous allons faire, nous allons télécharger. Et pour télécharger PostgreSQL, vous faites la recherche de pgadmin. Donc, vous écrivez comme ça pgadmin et vous validez. Et là, vous aurez le résultat. Nous avons pgadmin, PostgreSQL Tool. Et vous allez accéder et vous vous retrouverez sur une interface pareille. Et là, vous pouvez cliquer sur Download Now ou encore de l'autre côté. Vous avez aussi l'information sur le développement, la documentation, les supports s'il y a des questions. Au niveau de la documentation, vous retrouverez l'introduction des blogs, des vidéos et des versions. Sur quelle version nous sommes actuellement, ainsi de suite. Et à ce niveau, vous allez choisir le système utilisé dans votre ordinateur. Est-ce que vous utilisez macOS? macOS, allais-je dire, est-ce que c'est Windows? Si c'est Windows, vous allez là sur pgadmin 4, vous cliquez sur Windows et vous allez vous retrouver sur cette interface où vous aurez plusieurs versions. Il est souvent conseillé de ne pas prendre la version la plus récente. Vous pouvez prendre même celle qui vient après ou troisième. Pourquoi? Parce que souvent la plus récente, il n'y a pas d'abord une grande quantité, par exemple, un bon nombre d'utilisateurs. Donc la communauté qui l'utilise peut-être n'est pas beaucoup. Et si vous rencontrez des problèmes, vous risquerez peut-être d'avoir du mal à les résoudre. Parce que ce que vous devez savoir, il y a des blogs, il y a des forums où à chaque fois, vous retrouvez des utilisateurs d'un programme, d'un outil. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez soumettre là-bas et les autres ils peuvent
répondre. Vous pouvez même retrouver, par exemple, ce que vous rencontrez comme difficulté, une autre personne l'a déjà connu et il y a eu des résolutions. Vous pouvez capitaliser cela ou bénéficier de cela. Raison pour laquelle on conseille de prendre une version pas vraiment la plus récente parce qu'il n'y a pas, peut-être il n'y a pas beaucoup de gens tels que là. Ça, vous voyez que ça a été lancé le 5 février. Il se peut qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui sont sur cette version. Et si vous avez des difficultés, vous aurez du mal à voir qui pouvaient vous venir en aide. Et si vous prenez les versions, par exemple, de décembre, novembre ou autres, il y a encore beaucoup de gens qui l'utilisent et facilement, ça peut aller. Donc, on peut prendre les versions 9.11 ou 9.10, ça dépendra. Et on se retrouvera sur cette interface. Comme vous pouvez le voir, on peut normalement procéder au téléchargement. Donc, au niveau download, je viens sur Windows et là, je vais prendre download, télécharger l'installateur. Dès que je vais cliquer là, ça va m'amener ici et je peux choisir, vous voyez qu'il y a plusieurs versions. Et à ne pas oublier, vous avez ici Windows et d'autres systèmes Linux, ainsi de suite. Donc, au lieu de prendre PostgreSQL, ce qui est la dernière version, vous pouvez prendre 17. Donc, je viens sur Windows et je clique là. Et du coup, le téléchargement débite. Avec la qualité de ma connexion, ça va me prendre au moins 20 minutes. C'est toi la formatrice aujourd'hui, donc tu nous expliques. Donc, elle a fait double clic sur le fichier après l'avoir téléchargé. Je clique suivant. Suivant. Lentement, fais d'abord retour. Non, non, juste en bas là-bas, il y a le bouton retour. Voilà, à ce niveau, ça veut dire il y a le répertoire d'installation. Par défaut, ça place ça dans le disque C, Program Fields, ainsi de suite. Mais vous pouvez aussi changer, vous voyez les boutons qui est à côté, vous donne la possibilité si vous décidez de le placer ailleurs. Mais sinon, nous, on peut laisser les dossiers par défaut. Donc, et là, suivant. Et ici, il vous présente des composants. Vous avez PostgreSQL Server, vous avez PostPG Admin 4, Stack Builder, et puis Command Line, ça veut dire les interfaces qu'on peut utiliser. On les laisse par défaut et puis on procède. En suivant. Et là, c'est les dossiers où seront placées des données. Suivant. À ce niveau, vous placez le mot de passe du super utilisateur. Ça veut dire que c'est un mot de passe que vous devez bien retenir. Donc, vous écrivez un mot de passe et vous l'écrivez quelque part pour ne pas l'oublier parce que ça vous permettra d'accéder lorsqu'on va lancer l'interface de PostgreSQL. Et vous confirmez ce même mot de passe. Mais comme je l'ai dit, vraiment, à ne pas l'oublier. Nous allons sur suivant si c'est bon. Voilà. Et là, vous avez les ports. Au niveau de port, il vous présente un numéro. Ça veut dire qu'il y a plusieurs numéros de port. Vous pouvez aussi changer, mais souvent, on peut laisser ce qui est proposé par défaut. Mais avec d'autres serveurs dans des entreprises, lorsqu'on va vous fournir les informations pour accéder au serveur, on vous fournira toutes ces informations-là. Donc ici, nous, on peut laisser ce qui est par défaut et on peut faire suivant. Et ici, vous voyez, vous demande de sélectionner le local utilisé pour nouveau cluster de base de données. Vous pouvez laisser ce qui est par défaut, tout comme vous pouvez sélectionner. Et là, vous continuez. Donc, il vous reprend un peu tout ce que vous avez puis programmé. Et vous lancez l'installation. Oui, cher agent, on va poursuivre. À ce niveau, vous allez cliquer sur la flèche pour choisir PostgreSQL. Vous voyez, ça, c'est avec le serveur et le port que vous aviez choisi. Donc, si vous vous rappelez, c'était 54 et 32. Et là, vous allez faire suivant.
Voilà. Et à ce niveau, on va prendre en compte l'aspect spatial. Ça veut dire on va venir sur Spatial Extensions et choisir l'une des versions. Et puis, on va faire suivant, suivant. Ça va prendre un peu du temps parce que ça va télécharger euh, les autres extensions. Suivant. Voilà. Je Et vous mets faites suivant. suivant. Oui, là, Next. ça veut dire là, vous validez pour ajouter les PostGIS et pour télécharger aussi et installer PostGIS. C'est là qui nous permettra de voir l'extension spatiale. Et une fois à la fin, voilà, vous pouvez cliquer sur Close et maintenant finir. Et c'est tout. Voilà. Et voilà, nous avons vu comment télécharger et installer PGAdmin, donc PostgreSQL avec l'extension PostGIS. Maintenant, vous pouvez aller dans votre programme, So, dans vos logiciels, voilà, recherche là, et puis vous faites la recherche de PGAdmin. Voilà. Ah, c'est ce qui est présenté là. OK. Super. Donc, dès que vous allez le retrouver, vous cliquez et puis ça va se lancer. Voilà l'interface du PGAdmin, donc pour PostgreSQL. Et ça veut dire, nous avons la barre de menu où nous avons File, Object, Tools, Edit, View, ainsi de suite. Et dans chaque menu, nous avons des options ou fonctionnalités. Et à part ça, juste en bas, nous avons un panneau avec certains outils. Là où on a Object Explorer, vous avez des boutons, par exemple, des filtres, des bases de données. Non, en fait, oui, du côté gauche, vous avez, oui, là, vous avez filtré, base de données, table et pas mal de choses que vous pouvez faire. Et du côté gauche, vous avez, par exemple, le bouton pour le schéma. Dans la barre latérale gauche, voilà, vous avez Workspace par défaut, vous avez la base de données, l'outil pour les requêtes, ainsi de suite. Et juste dans le panneau qui est là, vous voyez, c'est écrit serveur. Là, si vous cliquez sur la flèche à côté, ça va dérouler pour vous présenter la structure du serveur. Et souvent, vous allez retrouver par défaut PostgreSQL. Vous pouvez cliquer encore là pour voir la structure. Ça vous demande le mot de passe. Si vous vous souvenez, c'est le mot de passe des super utilisateurs qu'on avait fait en premier lorsqu'on installait les logiciels, les programmes. Vous pouvez cliquer là et puis vous renseigner le mot de passe. OK. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'avais insisté de bien retenir le mot de passe parce que si vous l'avez oublié, ici, vous ne saurez pas faire quelque chose. Là, ça va vous présenter le schéma. Donc, au niveau de PostgreSQL, vous voyez qu'on retrouve un dossier database, ça veut dire la base de données. Et là, nous avons une base de données par défaut de PostgreSQL, plutôt de Postgre, allais-je dire. Et dans cette base de données, nous avons d'autres options, par exemple cast, nous avons catalogue, nous avons event étrangère, nous avons extensions, ainsi de suite. Vous pouvez cliquer sur extension pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez que sur cette base de données, nous n'avons pas encore la partie spatiale parce que sur les extensions, là, on ne voit pas PostGIS. Mais, donc, c'est comme ça que ça se présente. Et du côté droit, vous avez comme un tableau de bord qui vous donnera le fonctionnement de votre session ou base de données, les transactions par seconde, les sessions, ainsi de suite, qu'on pourra aussi découvrir. Et sur une base de données, là, vous êtes du côté droit, vous êtes sur le plan activité, donc ce qui s'est fait. Vous pouvez cliquer sur State pour voir l'état. J'ai dit que ça, c'est une base de données par défaut qu'on a trouvée. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir comment créer notre propre base de données. Pour ça, on va venir sur Databases. On fait clic droit. Ça veut dire ça si on veut le faire manuel.
Mais on pouvait aussi, là, on a un serveur par défaut, mais on pouvait aussi ajouter de serveur. Si vous allez aussi au niveau de serveur, vous faites clic droit, vous aurez aussi la possibilité de créer, mais plutôt d'enregistrer euh, un serveur. Par exemple, si vous travaillez sur une boîte, tout ça, on va vous fournir les informations pour enregistrer le serveur. Nous allons fermer. Nous allons utiliser ce serveur qui est là et plutôt créer notre base de données. Ça veut dire au niveau des databases, on va faire clic droit et puis créer la base de données, mais qu'on pourra aussi créer juste avec les scripts. On le verra aussi. Donc, à ce niveau, on va donner un nom à cette base de données. Donc, on peut écrire projet eau potable, comme la base de données que j'avais proposée lorsque j'expliquais, toujours en minuscule et pas d'espace. On peut les séparer par la barre de 8. Voilà. Et il y a d'autres informations que vous pouvez ajouter, par exemple, le commentaire. Le propriétaire, ça reste PostgreSQL par défaut. Vous pouvez aller au niveau des définitions. Donc là, vous avez l'encodage qui est ITF8, ça reste comme ça. Vous pouvez ajouter d'autres informations, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez aller du côté sécurité. Et là, on peut aussi ajouter les informations concernant la sécurité qu'on découvrira aussi dans nos leçons futures. Nous avons aussi paramètres. Au niveau de paramètres, vous pouvez aussi configurer les noms, valeurs et rôles. Vous voyez, là où on avait parlé de multi-utilisateurs, ainsi de suite, on peut attribuer des rôles ici. Nous avons l'option avancée. Vous pouvez cliquer sur avancer. Et là, on peut placer une information concernant la restriction du schéma. Et puis, au niveau de SQL, ça veut dire ça vous produit le script par rapport à tous. Partout où vous avez cliqué, voilà les scripts. Ça veut dire si vous ne voulez pas cliquer, vous pouvez juste copier ces scripts-là, aller sur l'interface qui nous permet à placer les scripts. Dès que vous validez, vous exécutez ces scripts, ça va créer une base de données portant les noms des projets eau potable. Par exemple, si vous copiez ce script qui est là, vous pouvez copier cela. Et ici, venez d'abord sur Save pour enregistrer votre base de données. Vous allez remarquer qu'il y a votre base de données qui est créée, projet eau potable. Et tout ce qui est structure vient de façon automatique. Vous avez le schéma, vous avez les extensions, ainsi de suite. Si vous venez sur extension, vous cliquez dans votre base de données, vous remarquez que nous avons ça comme élément. Maintenant, cette base de données ne contient pas encore la partie spatiale, PostGIS. Nous allons créer cette extension. Donc, pour ça, nous allons revenir sur notre base de données, projet eau potable. On va faire clic droit, aller dans créer et puis choisir PostGIS, tout comme on peut venir sur create script. Donc, on va aller au niveau de créer les scripts, remonter un peu. Voilà. Vous voyez, dès qu'on clique là, ça nous amène sur cette interface. Et là, ça nous présente déjà les scripts qui étaient avant. Ça veut dire que c'est ce script qui nous a permis à créer cette base de données. Et si on peut supprimer tout ce qui est là, ça c'est l'historique. Pour ajouter la PostGIS, la partie spatiale, vous allez juste utiliser ces scripts. Donc, je vais écrire ici create, ça veut dire on va lui demander de créer extension, donc l'extension PostGIS. Et puis, point virgule à la fin. Donc, c'est ça le texte à utiliser. Vous pouvez faire ça là-bas. Et voilà, ça va nous permettre d'ajouter PostGIS dans notre base de données. Donc là, vous avez là le bouton, par exemple, pour placer ça dans un dossier. Donc, vous pouvez même utiliser les scripts qui existaient déjà. Vous pouvez enregistrer ces scripts. Je suis sur les icônes au début. Vous pouvez éditer. Donc, vous voyez tous ces boutons que vous pouvez voir. Et vous pouvez aussi exécuter les scripts. Donc là, si vous exécutez, vous voyez ici, ça vous dit, ça a été fait. En bas, ici, vous avez le message. Et puis, le temps que cela a pris, c'est dans 4 secondes que ça a pu travailler avec succès. Maintenant, si vous rentrez dans notre base de données projet eau potable, vous faites clic droit. Vous cliquez sur Refresh pour actualiser.
Qu'est-ce que vous remarquez maintenant dans l'extension? Il y a PostGIS qui est ajouté. Donc maintenant, notre base de données peut prendre en compte l'aspect spatial en termes de données.